Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans une source assez dérangeante, il faut le dire. C'est une analyse critique d'un livre qui a fait polémique. Rat-Man, le journal de Miyazaki Tsutomu. Alors, l'ouvrage se présente comme le journal intime d'un des pires tueurs en série du Japon. Mais l'analyse qu'on a sous les yeux, elle, le qualifie d'œuvre toxique et même d'éthiquement indéfendable. Notre mission, c'est de comprendre pourquoi. Et pour commencer, l'analyse met le doigt sur un truc qui remet tout en question dès le départ. On parle de la nature même de ce journal, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. En fait, le point de départ de la critique, c'est une révélation assez énorme. Ce journal est un faux. Un faux, carrément? Oui, et ce n'est pas une supposition. Le critique a déniché une note de l'auteur, presque cachée dans le bouquin, qui admet, noir sur blanc, que le journal original de Miyazaki a été détruit par la police. Ah oui, d'accord. Donc, ce que les gens lisent, c'est une reconstitution, une réécriture. Une reconstitution. Mais ça change absolument tout. C'est là tout le problème, en fait, selon la critique. Le livre est écrit à la première personne, avec le jeu. Oui. Et ce choix, il n'est pas anodin du tout. On n'est plus dans le reportage des faits. On force le lecteur à se glisser dans la tête du tueur, à voir le monde par ses yeux, à adopter sa logique même. C'est dérangeant. L'auteur de l'analyse a un terme très fort pour ça. Il appelle ça une empathie toxique. On n'est plus dans le document. On est dans une fiction qui utilise le sceau du réel pour maximiser son impact. D'accord, je vois. Donc le document est un faux et en plus sa structure est une forme de manipulation. Comment ça se met en place concrètement dans le livre? Lise décortique une stratégie narrative vraiment très précise. Le livre commence par nous faire plaindre le jeune Miyazaki. C'est-à-dire? On nous détaille sa malformation physique aux mains, le rejet de ses parents, les moqueries à l'école. Le but est clair, c'est de verrouiller la sympathie du lecteur. On prépare le terrain en quelque sorte avant de montrer l'horreur. Exactement. Et c'est ce qui rend le contraste absolument saisissant. Après ce portrait de victime, le livre bascule dans la description des meurtres. Et là, le ton change complètement. Ah oui. Il devient clinique, froid et même complaisant. L'exemple que le critique juge le plus insoutenable, c'est celui du cannibalisme. D'accord. Le tueur y raconte manger la chair d'une de ses jeunes victimes avec de la sauce soja. C'est glaçant. Mais plutôt à construire un mythe, un personnage. C'est tout à fait le point de l'analyse. Et ça commence dès le titre, Rat-Man. Oui, ce fameux Rat-Man. Ce qui est fascinant, c'est ce que l'analyse révèle. Miyazaki lui-même a avoué plus tard que cet alter ego, Rat-Man, c'était une pure invention. Une invention? Oui, il l'avait créé de toutes pièces pour manipuler les psychiatres, pour se faire passer pour fou. Et en titrant le livre comme ça, l'éditeur et l'auteur y participent à cette manipulation? Oui, il la valide complètement. Il contribue à forger cette légende que le tueur voulait créer. La légende d'une étoile noire, d'un monstre complexe. Voilà, plutôt que celle d'un criminel juste sordide. L'analyse montre aussi comment le livre donne une tribune à sa vision délirante. Par exemple, quand il appelait ses victimes ses petites épouses de l'éternité. On n'est plus dans le témoignage, là. C'est sa mythologie personnelle servie sur un plateau. C'est ça. Alors face à tout ça, quelle est la conclusion de l'analyse? Le jugement final sur ce livre, c'est quoi? La conclusion, elle est sans appel, quoi. Pour le critique, ce livre, c'est une pure exploitation commerciale de la souffrance. Une exploitation? Oui, il cite l'éditeur Camion Noir en disant qu'il est spécialisé dans ce qu'il appelle le soufre, le contenu extrême, choquant, juste pour attirer un public avide de sensations. Donc ce n'est même pas une tentative, même ratée, de comprendre le mal? Non, pas du tout. L'analyse conclut que ce n'est pas une exploration du mal, mais une performance du mal. Le livre donnerait au tueur exactement ce qu'il a toujours cherché. C'est-à-dire? Une forme de célébrité, d'immortalité morbide. Le critique utilise une expression terrible d'ailleurs. Laquelle? Il dit que la publication du livre est une seconde mise à mort pour les victimes. Une seconde mise à mort? Oui, sacrifiée une nouvelle fois, mais cette fois sur l'autel de la curiosité malsaine. Ça pose une vraie question sur la responsabilité éthique de l'édition. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée finalement. Dans notre fascination, qui est parfois légitime, pour comprendre la psychologie des monstres, à quel moment est-ce qu'on franchit la frontière entre l'analyse et le divertissement voyeuriste, qui finit par leur donner exactement la postérité qu'ils recherchaient?